Pardon, excusez-moi, je ne l'avais pas vu. Bonjour à tous. Donc on va effectivement parler des nouveaux antidiabétiques en périopératoire. Alors je ne sais pas combien de temps on va dire nouveau, parce que ça commence à faire quand même un petit moment que c'est nouveau et que ça fait plus de 10 ans maintenant qu'ils sont sur le marché, notamment aux États-Unis. Mais bon, c'est encore les nouveaux parce qu'on n'en a pas tout à fait l'habitude. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec le sujet. Donc on va parler de les deux nouveaux, les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose, les agonistes du récepteur GLP-1, et puis on parlera un tout petit peu d'insuline sur la fin, c'est ce que j'ai trouvé comme nouveauté. Donc les deux premiers, c'est des traitements antidiabétiques non insuliniques, qu'on trouve essentiellement donc dans le diabète de type 2. Je vous ai mis ici les dernières recommandations pour les diabétologues. Là, dans la grande majorité des cas, le patient qui n'a pas de comorbidité, qui n'a qu'un diabète, va avoir en première intention, toujours, sauf contre-indication, c'est très rare, de la metformine. Ça, c'est le traitement de première intention. Tous les patients diabétiques de type 2 ont de la metformine. S'ils n'en ont pas, il faut se poser la question. Ils ont une contre-indication qui est souvent l'insuffisance rénale ou des mauvaises tolérances digestives, mais les doses sont diminuées. C'est extrêmement rare d'avoir un diabétique de type 2 qui n'a pas de metformine. Il faut la chercher quelquefois, elle est cachée parce qu'associée à un autre médicament, mais ils en ont quasiment tous. Et donc, actuellement, les dernières recommandations, c'est d'associer à cette metformine en seconde intention quand le diabète n'est pas équilibré, en deuxième ligne, ou un inhibiteur des DPP4, ou de plus en plus souvent, un inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose ou un agoniste des récepteurs GLP-1. Pour les patients qui ont une maladie chronique rénale, une insuffisance cardiaque, une maladie athéromateuse, il n'y a même pas d'alternative après la metformine. Si le diabète n'est pas contrôlé, c'est une de ces deux molécules. Alors on va les voir, les deux, elles sont à l'origine de publications tous les jours à peu près, et dans tous les domaines. On a l'impression que c'est un peu les molécules miracles actuellement, donc on en trouve partout. Bien sûr, et avant tout, les études concernent les patients, enfin les études sur le diabète, mais ces molécules, par leurs effets multisystémiques, ont montré des effets bénéfiques sur l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, toute la pathologie pulmonaire et neurologique. C'est l'occasion des études, des dernières études. Leur mécanisme d'action se fait sur le mécanisme des incrétines, qui sont des hormones gastro-intestinales qui facilitent le métabolisme du glucose et qui vont avoir donc plusieurs actions. On ne va pas revenir en détail sur ça, hein, ce n'est pas trop l'objet du topo, je voudrais vous présenter autre chose. Donc avec une augmentation sur toutes ces études qu'on peut retrouver sur la protection, enfin une augmentation de la protection cardiovasculaire. Bien sûr, quand même, c'est au départ pour ça qu'elles ont été développer une action sur la glycémie, une diminution de la glycémie par une augmentation de la sécrétion d'insuline et aussi une augmentation de sa synthèse et une diminution de la sécrétion de glucagon. Et puis, aussi pour ça qu'elles sont utilisées, quelquefois sans qu'on le sache, c'est des molécules qui vont faire perdre du poids. Et donc, elles sont aussi utilisées chez l'obèse avec une diminution de la vidange gastrique et de l'acidité gastrique. Assez vite, comme elles ont été prescrites de façon exponentielle, assez vite sont apparus des effets secondaires. Enfin, la littérature va assez vite montrer des effets secondaires qui sont essentiellement des effets digestifs. Beaucoup de nausées, de diarrhée, de vomissements. Et puis, rapidement sortent des case reports et puis de plus en plus de papiers sur des inhalations dans la suite d'induction anesthésique notamment. Et ce qui nous avait fait, avec le groupe SPHAR-SFD, publier cette alerte, et on en avait parlé lors de la SPHAR en septembre 2023, du risque d'inhalation à l'utilisation de ces molécules avec des case reports qui étaient à ce moment-là de plus importants. Donc je vous ai mis ici, c'est l'alerte qu'on avait passée, je l'ai remise pour qu'on se souvienne du nom de ces médicaments. Celui qu'on a le plus souvent actuellement, c'est l'Ozempic. Et vous voyez que ça
son mode d'administration et sa durée de vie sont étonnantes par rapport à ce qu'on connaît des antidiabétiques oraux. C'est des antidiabétiques donc non insulites, mais qui se font par une injection et qui, avec une demi-vie très longue sur les dernières molécules. Et c'est des patients qui se font une injection par semaine. Voilà, donc un patient diabétique de type 2 qui vous dit qu'il a des injections une fois par semaine, c'est vrai, hein, c'est qu'il a un agoniste des récepteurs du GLP-1. Le plus souvent, il a de l'Ozempic, mais voilà, on peut trouver les autres. Donc on commence à avoir maintenant une littérature qui est fournie, et cette méta-analyse là, qui est sortie il y a quelques mois, vous voyez, c'est plus d'1 million de patients et 39 études, et on retrouve effectivement cette augmentation de du temps de vidange gastrique, avec des augmentations assez importantes, hein, et une augmentation du nombre d'inhalations retrouvées donc dans cette méta-analyse. Donc, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'études sont faites en endoscopie. Pourquoi ? Parce que ça a été les premiers, quasiment, les endoscopistes concernés et qui l'ont vu, c'est-à-dire que nous, on endormait le patient, et puis on descend l'endoscope, et là, estomac plein. Estomac plein, qui peut être plein de solides, ce qui empêche de faire le geste. Donc, eux, ils ressortent l'endoscope, ils disent « Ah bon, on ne peut pas », et puis nous, on serre un peu les fesses le temps que le patient se réveille. Il a un estomac plein, on l'a endormi, on ne l'a pas forcément intubé, et on sait qu'il a un estomac plein, puis on attend vite qu'il se réveille. Voilà, c'était ça un peu les premières études. Alors, tous n'inhalent pas, heureusement, mais le risque est grand, hein. On a un patient qui est endormi, qui a l'estomac plein, on le sait, on l'a vu. Ils ne peuvent pas l'aspirer parce que c'est des solides. Et puis voilà, c'est comme ça que surviennent les inhalations. Donc, beaucoup d'études en fait, sont faites chez des patients en endoscopie. C'est le cas de celle-ci qui est intéressante parce qu'ils ont vraiment regardé ça et leur étude est centrée sur la vidange gastrique. Donc, c'est des patients qui prennent des agonistes du récepteur de GLP-1 avec un groupe contrôle. C'est des petits effectifs, et ils ont regardé donc l'augmentation de ce résidu, enfin de ce volume gastrique, et quand l'estomac était plein de solides, de liquide épais ou de liquide clair. Et on voit une augmentation. Alors là, c'est pas moi là. Hop. Je peux éteindre là, hein, ouais. Une augmentation du volume gastrique et de du temps de vidange gastrique chez les patients qui prennent des agonistes des récepteurs GLP-1 par rapport à ceux qui n'en prennent pas. Et c'est non significatif sur les liquides clairs. Hein. Patient qui boit de l'eau, globalement, ça passe plutôt bien. Et ils ont regardé, c'est ce qui est intéressant dans cette étude, la diminution, en fait, de la vidange gastrique au fil des jours. En abscisse, c'est les jours, et on voit que ce volume gastrique diminue très, très, très lentement. On se rappelle que c'est des molécules qui ont une demi-vie très longue. C'est des médicaments qui sont réinjectés toutes les semaines, donc des demi-vies très longues. Et au fil du temps, le volume gastrique va diminuer, mais on voit que c'est assez lent. Et ils ont regardé en même temps ce qu'ils voyaient en échographie gastrique. Donc bien l'estomac vide, hein, que vous connaissez, et ils ont regardé ils trouvaient des échographies gastriques avec un estomac plein, et quand ils regardaient avec l'endoscope, voilà ce qu'on trouve. Donc ça, c'est qu'on peut trouver régulièrement en endoscopie, et les endoscopies se décrivent tous assez bien et disent mais comment je peux faire pour vider l'estomac ? Voilà. Là, peut-être qu'avant de l'endormir, la place, c'était de faire une échographie gastrique. Et c'est effectivement ce qu'on a recommandé dans ce papier qui est sorti. Donc, c'est le groupe SPHAR-SFD qu'on avait publié en janvier 2025, où on préconise de ne pas arrêter ces médicaments en préopératoire. Leur demi-vie est très longue. Donc, les arrêter, combien de jours il faudrait les arrêter ? 4 à 5 semaines, si on veut ne plus avoir d'effet du produit. Arrêter ce médicament 4 à 5 semaines, ça va déséquilibrer le diabète, ça c'est quasiment sûr. Il y a des chances qu'on ait une mauvaise observance de l'arrêt qu'on demande. Et puis c'est des patients qui, quand ils ne le prennent pas pour le diabète, mais pour l'obésité, et que ça leur a fait perdre beaucoup de poids, ne vont absolument pas le faire. Donc, on n'arrête pas ces médicaments, c'est très difficile à organiser. Et par contre, ce qu'on préconise, c'est de faire une échographie gastrique et de décider ou du report
de l'intervention, une endoscopie quand l'estomac est plein, ce n'est pas la peine de la commencer, ou pour les interventions urgentes, de discuter une induction en séquence rapide, si on doit procéder à l'intervention, ce qui est quand même souvent le cas. On en annule peu. En endoscopie, malheureusement, il faut souvent les annuler. Alors, que disent nos collègues ? Nous, quand on avait fait ce papier, la littérature était encore assez partagée dans les différents pays. Les Américains, c'était eux les plus étonnants. Ils disaient d'arrêter 2-3 jours, donc le compte n'y était jamais. Et là, ils viennent de publier au mois de mai, enfin, un consensus donc multidisciplinaire des différentes sociétés savantes. Donc, il y a les diabétologues, les anesthésistes, toute la maladie de l'obésité. Et ils ont bien repris. Ils sont surtout concentrés sur les règles de jeûne. Et on retrouve dans ce papier assez peu de place, ils en parlent assez peu, de l'échographie gastrique. Et donc, ce qu'ils recommandent, c'est finalement de continuer de ne pas arrêter ces agonistes du récepteur GLP-1, de faire un jeûne de plus de 24 heures pour les solides, pour les liquides épais, sucrés, plus de 8 heures, au moins 8 heures, et pour les liquides clairs, on est sur la même chose que d'habitude, c'est-à-dire 4 heures. Voilà. Les Anglais, eux, ils ont fait un petit peu comme ce qu'on a, nous, préconisé, c'est ce qu'ils préconisent actuellement, c'est de poursuivre les agonistes des récepteurs du GLP-1 en périopératoire, en préopératoire, de faire une échographie gastrique. Et il parle d'essayer de prévenir le risque d'inhalation par l'emploi des prokinétiques ou bien sûr de faire une induction en séquence rapide. Alors les prokinétiques, quelques papiers dans la littérature où effectivement ils vont être mis en avant, donc l'érythromycine en pratique. Vous voyez que là, dans ce papier, il y a d'abord une échographie gastrique. Si l'estomac est plein, et donc on est au bloc opératoire, on va endormir le patient, l'estomac est plein. Il propose à ce moment-là de faire de l'érythromycine intraveineuse et de répéter l'échographie gastrique. Où l'estomac s'est vidé, très bien, on fait une induction classique. Où l'estomac ne s'est pas vidé, et là il faut discuter, ou le report, comme on a dit, ou l'induction en séquence rapide. Alors la cimétidine qui est citée de temps en temps, pour que ce soit efficace, la cimétidine, il faut qu'elle contienne une dose de citrate qui est importante, une quantité importante. Et actuellement, nous, à Paris, on n'a plus le produit. Je ne sais pas si vous l'avez ici, c'est peu ou pas disponible. Et chez le patient traité par un agoniste du récepteur GLP-1, quand l'estomac est plein, et notamment plein de liquide, on ne va de toute façon pas avoir assez de citrate pour antagoniser, entre guillemets, ce n'est pas vraiment le mot, mais le contenu gastrique. Donc il ne faut pas se contenter de ce médicament pour se rassurer en disant « j'ai fait la cimétidine, si jamais il inhale, on sera protégé ». Non, je pense que l'échographie gastrique, même si on fait de la cimétidine, a toujours sa place. Et attention, si l'estomac est très plein, il faut faire ce qu'on a dit précédemment. Voilà pour les agonistes du récepteur GLP-1. Les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose, eux aussi, ont fait l'objet de beaucoup d'études, essentiellement sur l'action, la protection cardiovasculaire et rénale, avec, là encore, des effets qui sont importants et qui réduisent la morbimortalité. Leur mécanisme d'action est complètement différent. C'est une action qui va se passer au niveau rénal. C'est un médicament qui a un effet insulino-indépendant complètement, et la diminution de la glycémie va se faire par une inhibition de la réabsorption physiologique du glucose, avec donc la production d'urine dans laquelle il y a du glucose. Donc on a une glycosurie qui est dépendante de deux choses, du niveau de l'hyperglycémie et du niveau de la filtration glomérulaire. Donc un patient qui a une insuffisance rénale terminale, qui a une filtration glomérulaire effondrée, ne peut pas avoir ce produit qui de toute façon ne serait pas efficace. Voilà, donc c'est un médicament qui entraîne une diminution de la glycémie, et c'est des patients qui ont des glycosuries, des diurèses très importantes, qui associées à des diurétiques peuvent d'ailleurs entraîner, et notamment à l'induction anesthésique, des hypotensions.
parce qu'on a des patients qui se déplettent, notamment s'ils sont qu'il y a une glycosurie importante, qui vont se dépléter beaucoup. Pareil est apparu assez vite, parce qu'on a des prescriptions exponentielles aux États-Unis, donc assez vite. Ces médicaments font maigrir aussi, donc assez vite, on a à l'apparition de ce qu'on appelle l'acidocétose euglycémique. Alors, il y a d'autres effets secondaires qui sont toutes les infections du tractus génito-urinaire qui sont plus importantes, des gangrènes de Fournier. Voilà. Mais celle qui nous embête, nous, probablement le plus, c'est cette acidocétose euglycémique. Alors, pourquoi acidocétose euglycémique ? D'abord, il faut se revoir le mécanisme d'action de ces médicaments qui vont, je n'ai pas de flèche, mais qui vont entraîner, donc augmenter la glycosurie, diminuer les niveaux, le taux de glucose plasmatique, donc diminuer l'insuline circulante, augmenter les hormones de contre-régulation, augmenter la lipolyse, enfin ces hormones de contre-régulation vont augmenter la lipolyse et induire la libération de corps cétoniques avec une acidose à corps trop anionique augmenté. En plus, ils vont, par un autre effet, stimuler le glucagon qui lui augmente la lipolyse. Donc, un patient qui prend un inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose a une petite cétonémie, des corps cétoniques circulant de façon physiologique. Où le problème se corse, c'est quand le patient va être stressé et surtout à jeun. À jeun, il va encore plus diminuer sa glycémie, puisqu'il est à jeun, et donc on va avoir la particularité d'avoir un patient qui a une cétonémie et qui est avec une glycémie qui est basse ou en tous les cas normale. Et en situation de stress, autre facteur de risque très important, on va avoir un espèce d'emballement de tout ça avec une augmentation liée au stress des hormones de contre-régulation qui vont augmenter la lipolyse et qui vont augmenter la production de corps cétoniques. Et là, on arrive à un tableau d'acidocétose, donc c'est la cétonémie au départ et qui peut aller jusqu'à l'acidose avec le tableau qu'on connaît, avec une cétonémie augmentée, donc supérieure à 3 millimoles par litre. Le traitement pour arrêter ce cercle vicieux, c'est l'insuline, qui va redonner des niveaux, on va arrêter l'augmentation de la lipolyse, la production de corps cétonique, en restaurant des taux normaux d'insuline. Voilà. Donc ça, c'est pas très fréquent, mais quand ça arrive, il faut le mettre en évidence. Et comme c'est des patients qui ont des glycémies normales ou peu élevées, on ne tilte pas. On va tilter sur 16 millimoles de glycémie. Il faut que je fasse une cétonémie, il faut que je regarde si le patient a une cétose pour chercher une acidocétose. Mais un patient qui a une glycémie normale, on oublie. Donc là, il faut se souvenir, si ce patient est traité par Forxiga, il faut que j'y pense et que je fasse une cétonémie, on y vient tout de suite. Dans la littérature, vous voyez, on a une augmentation là aussi au fil des années de l'incidence de ces effets secondaires et de cette acidocétose euglycémique. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être un tout petit peu petit, c'est que cette acidose euglycémique, elle survient beaucoup dans les premiers jours, mais un peu en différé éventuellement sur les jours post-opératoires, particulièrement si le patient reste à jeun. Et là, on peut avoir un peu plus. C'est des vraies acidoses quand même, vous voyez, 7,16 de pH, avec un œuf de bicard c'est pas grave. Voilà, cette acidocétose euglycémique, elle survient avec une dose, plus les posologies de glyphlosine, donc les inhibiteurs du cotransporteur, c'est la même chose, sont augmentées, plus on a un risque d'acidocétose euglycémique. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Oui, c'est que j'ai pas mis. Du coup, c'est pas le bon qui est passé. Je vais passer. Le traitement, on l'a vu, c'est l'insuline. Excusez-moi, je reviens là-dessus. L'incidence, donc, dans les derniers papiers, est augmentée. Ça, c'est la cohorte. Dans les procédures cardiaques surtout, et puis dans les procédures, toutes les interventions urgentes, on a une augmentation de l'incidence donc de cette acidocétose euglycémique. Le traitement, c'est l'insuline, on l'a vu. C'est du glucose
il faut mettre de l'insuline, ça va être le traitement, mais si le patient est normoglycémique, il va falloir lui mettre du glucose. Et surtout pas se dire, il est normoglycémique, donc je mets pas d'insuline. Non, c'est le contraire. On met de l'insuline et s'il faut, on lui donne du glucose. Et puis, il faut essayer de diminuer le stress et surtout arrêter le jeûne si on peut. Dans les fiches simplifiées qui sont sur le site de l'ASFAR, on a essayé de faire, on a mis cette fiche pour la prise en charge de la cétose en préférant toujours la cétonémie à la cétonurie. Pourquoi ? La cétonémie et les bandelettes qu'on a actuellement vont repérer le bêta-hydroxybutyrate, alors que dans les bandelettes qui regardent la cétonurie vont regardez plutôt l'acétoacétate et il y a une surproduction plutôt de de l'autre. Voilà, donc une cétonémie supérieure à 1,5 mmol par litre doit faire rechercher une acidocétose et s'il y a une acidose, il faut transférer ces patients dans des unités de soins critiques là où vous allez pouvoir faire de l'insuline par voie intraveineuse. Voilà, quand la cétonémie est plus modérée, on peut faire de l'insuline en sous-cutanée. Attention, s'il y a une acidose, il faut vraiment surveiller ces patients-là. Donc, ces inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose ou qu'on appelle aussi des glyphlosines, elles finissent tous en glyphlosine. Celui qu'on a beaucoup, c'est le Forxiga. Il faut les repérer dans les traitements parce que c'est des médicaments qu'on va demander aux patients d'arrêter 3 jours avant l'intervention. Et si les patients n'ont pas pu l'arrêter ou en urgence, il va falloir absolument monitorer la cétonémie. Alors, ça, je vous ai pris ce qu'on avait, nous, à Bicêtre. Vous avez peut-être d'autres lecteurs, mais il existe maintenant des lecteurs de glycémie avec des bandelettes donc, qui sont différentes. Vous voyez, les bandelettes bleues, c'est les bandelettes pour la glycémie, et les bandelettes violettes, c'est les lecteurs pour la cétonémie. C'est le même appareil, c'est facile, c'est la même goutte, c'est 2 gouttes de sang, une sur chaque bandelette, et on regarde, ça est au lit du patient, et ça va très vite. Alors, pour quelle intervention on n'arrête pas? Ça a été un grand débat. Finalement, au vu de toutes ces études, dit on arrête pour tout le monde, parce que finalement, on se rend compte dans cette étude, donc encore en endoscopie digestive, ils ont regardé en bleu les patients qui avaient une colo, en orange ceux qui avaient une fibro, et on voit que les patients qui sont ici, qui n'ont pas arrêté leur glyphosine dans les moins de 3 jours, enfin qu'il n'y a pas un arrêt de plus de 3 jours, et pour ceux qui ont une colo, donc il y a déjà un stress qui est finalement important, avec des durées de jeûne qui sont augmentées, on voit qu'il y a déjà de la cétonémie, enfin de la cétose qui apparaît. C'est moins le cas pour les fibros. Donc c'est très difficile de dire telle intervention on peut arrêter, telle intervention on ne peut pas. À partir du moment où il y a beaucoup de jeûne, probablement c'est un facteur très favorisant. Et puis on voit que la colo c'est déjà un facteur de stress probablement suffisamment important. Donc, on a statué ces derniers mois sur ces recommandations-là. Donc les anciens médicaments, vous vous en souvenez, on n'arrête pas pour les interventions où il y a un seul repas jeûné ou moins d'un repas jeûné. On ne les prend pas le matin de l'intervention. Avant, la metformine, c'était la veille au soir. Là, il y a quand même suffisamment de papiers qui nous font penser que maintenant, la metformine, on le savait déjà, mais c'est pas délétère d'en avoir en préopératoire. Ce qu'il faut, c'est faire très attention en post-opératoire et dans toutes les situations à risque d'insuffisance rénale. C'est plutôt la reprise de la metformine sur laquelle il faut faire attention plutôt que sa prise la veille. Même si ce n'est pas encore marqué dans le Vidal, ces médicaments peuvent être pris jusqu'à la veille au soir. C'est le médicament de l'insulinorésistance, c'est probablement un bon médicament en périopératoire. Pour les interventions urgentes, on arrête tout. Et donc pour les agonistes du récepteur GLP1, on a vu, on n'arrête pas, mais on fait des échographies gastriques. Et les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose, la dernière prise, 3 jours avant la dernière intervention. Voilà pour les nouveaux médicaments et du coup le réajustement de cette fiche. Pour les insulines, je voudrais vous parler des pompes à insuline parce que c'est un peu la nouveauté là encore, notamment sur les différents modes d'administration de l'insuline. Donc l'insuline intraveineuse CO bloc dans les unités de soins critiques. L'autre mode d'administration, c'est les injections au stylo.
donc sur des multi-injections ou le schéma basal-bolus. Et puis le dernier mode d'administration, c'est les pompes. Les pompes, il y a ou des pompes filaires ou des pompes sans tubulure qui maintenant sont de plus en plus fréquentes, et est apparu ces dernières années avec des patients qui vont en avoir de plus en plus et qui vous disent « Ah ben non, mais moi, on ne peut pas m'arrêter ma pompe parce que j'ai une boucle fermée, j'ai un pancréas artificiel, j'ai une boucle fermée, il ne faut surtout pas m'arrêter ma pompe. » Sauf que ça reste une pompe à insuline avec un débit continu et qu'il y a des conditions effectivement pour ne pas arrêter cette pompe. Si on peut la garder, il faut la garder, mais ce n'est pas toujours simple. Donc on ne manie bien que ce qu'on connaît. Donc je vous présente un petit peu la pompe. La boucle fermée, c'est une pompe à insuline, mais qui est pas beaucoup plus sophistiquée, mais elle a l'avantage de correspondre avec le capteur de glycémie. Et c'est ce qui va faire que la boucle, elle est quasiment fermée. Elle n'est pas encore complètement fermée. Donc boucle fermée, c'est pas vrai, elle est semi-fermée. Parce qu'il faut encore que le patient, notamment, rentre son activité physique et c'est les repas qu'il va faire. Donc il y a un capteur de glucose qui transmet sans fil qui transmet sans fil le plus souvent quand même les informations à la pompe à insuline. Qui, elle, après, va transmettre avec ou sans fil à ce moment-là, dans un algorithme et qui va, du coup, aider, je vous l'ai mis ici, donc il y a un couplage entre la pompe et le capteur, et ça va aider, en fait, au maintien de la glycémie par l'évolution et la modification des apports en insuline, donc ce débit de base. Et donc, il fait ça selon une prédiction sur les 20 dernières minutes, le plus souvent, et le modèle est capable de dire si le patient va faire une hypo et donc de diminuer à ce moment-là le débit d'insuline ou au contraire, s'il est en train de faire une hyper et d'augmenter le débit d'insuline. Donc, c'est une aide à la gestion considérable pour les patients diabétiques avec des avantages qui sont évidents. Hein. Il y a un meilleur équilibre glycémique. Vous avez ici, vous voyez la glycémie du patient en vert, enfin la norme qu'on veut, et la glycémie du patient en noir. Et vous voyez que la pompe a injecté des petits bolus en continu pour maintenir cette glycémie au plus près de la norme. Donc, les patients ont un meilleur équilibre glycémique et ils ont en plus une diminution du temps de passer en hypoglycémie qui est améliorée. Enfin, il y a une diminution de ce temps-là et donc ils sont mieux équilibrés et pour eux c'est un vrai confort de vie. En per ou en périopératoire, il faut essayer de passer en mode ouvert, c'est-à-dire une pompe simple avec un débit basal qui est réglé et qu'on connaît et on peut, comme ça on n'a pas cette évolution qui pendant une anesthésie peut varier. Si on la maintient en boucle fermée, il va falloir discuter avec l'équipe de diabétologie des modalités quand même. Alors, il y a des prérequis qui sortent, c'est un des derniers papiers qui le reprend, papier américain, à l'utilisation d'une pompe au bloc, c'est d'abord que la procédure soit compatible. On ne fait pas ça sur n'importe quelle intervention. Il faut que l'intervention, elle soit courte, peu invasive, que les perturbations du contrôle glycémique ne soient pas attendues. On ne fait pas ça sur une DPC. Hein, c'est pas bon. Ou sur une chirurgie très hémorragique. Il faut que l'appareil soit visible, accessible et hors du champ opératoire. Alors dans cette étude, ils mettent pas de bistouri électrique. Je ne sais pas comment ils font les chirurgiens américains, mais nous, on a un peu de mal à dire pas de bistouri électrique. Le rationnel n'est pas très clair, et je ne sais pas d'où ça vient, et quand nos diabétologues non plus, et quand on interroge les constructeurs, c'est pas si clair que ça. Ce qui est sûr, c'est que les capteurs, à chaque fois qu'il y a le bistouri électrique, arrêtent d'envoyer l'information à la pompe. Donc, si ça dure trop, ça peut perturber les choses. Il faut qu'il y ait un accord du patient et de l'équipe d'anesthésie et que l'équipe d'anesthésie maîtrise les schémas de remplacement. On se rappelle, quand une pompe arrête de fonctionner, immédiatement, on relaie l'insuline ou par voie intraveineuse en urgence, ou si le patient va bien, il va manger, ou s'il est capable, s'il n'y a pas besoin de faire de l'insuline intraveineuse, la glycémie est équilibrée par un schéma basal-bolus et notamment une insuline lente. On prend le débit de base et on le convertit en insuline lente. Donc s'il a, je ne sais pas moi, 1 unité-heure de débit de base, on va faire 24 unités d'insuline lente, immédiatement à l'arrêt de la pompe. Un patient diabétique de type 1 ne peut pas avoir de carence en insuline, c'est l'acidocétose en quelques heures. Ce n'est pas le lendemain matin, c'est en quelques heures.
Donc, il faut maîtriser ces schémas de remplacement. Il faut que le patient, si on lui garde, soit capable de la gérer en post-opératoire. Si derrière, il est sédaté pendant 24 heures, non, aucun intérêt d'avoir gardé la pompe, il n'est pas capable de la gérer. Il faut que les paramètres et les doses d'insuline soient appropriés. Et donc, c'est là qu'il va falloir voir avec les collègues diabétologues pour discuter la réduction du débit ou l'augmentation de la cible dans les conditions d'anesthésie générale notamment. Et puis, il faut que le patient, si jamais il y a un problème avec sa pompe, qu'il puisse se la rebrancher, donc il ait du matériel disponible. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas pour tout le monde, mais quand on peut, c'est très bien de la garder et les patients n'en seront que plus contents. Et si on ne peut pas la garder, il faut leur expliquer qu'on va prendre le relais et dès qu'ils iront bien, hop, on leur remet au réveil si on a pris toutes ces précautions. Voilà, donc en conclusion, il y a des nouveautés ces dernières années dans le traitement du diabète, même si ces médicaments ne sont plus nouveaux, nous, dans leur utilisation, ça a imposé quelques petites modifications, et notamment des précautions qu'il faut prendre. Les agonistes du récepteur GLP-1, on se rappelle, c'est ceux qui ralentissent la vidange gastrique, pas d'arrêt parce que leur demi-vie est trop longue, mais on fait des échographies gastriques. Et on discute l'induction en séquence rapide. Les inhibiteurs du SGLT2, les glyphlosines, c'est ceux qui peuvent entraîner des acidocétoses euglycémiques. On les arrête 72 heures avant l'intervention et on surveille la cétonémie. Et attention quand elle est supérieure à 1,5 mmol par litre. La boucle fermée, mieux on la connaît et plus on sera à l'aise pour en parler avec le patient et trouver la meilleure solution pour lui. Je vous remercie. Merci pour ce propos qui était très clair. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Et en tout cas, des pompes à insuline, les patients peuvent la stopper eux-mêmes, parce que parfois ils disent qu'ils ne peuvent pas l'arrêter, que c'est des consignes. Oui. Il suffit de l'enlever. Hein. Pour l'arrêter, on l'enlève. On enlève le cathéter. Alors oui, eux, ils ont la consigne. La consigne, le mot est fort. Mais les diabétologues leur disent, tant que vous pouvez garder votre pompe, vous la gardez et vous ne l'arrêtez pas parce que quand les associations de patients, on avait travaillé avec eux lors de la rédaction de ces fiches, il n'y a pas un patient diabétique de type 1 qui ne décrit pas lors d'une hospitalisation une acidocétose ou quasi. Parce que derrière, certes, on leur a demandé d'arrêter l'insuline, qu'on allait prendre le relais, mais le relais, il ne se fait pas toujours bien. Et quelques heures de carence en insuline, c'est l'acidocétose. Donc, effectivement, ils sont très, très, très frileux à ce qu'on leur enlève la pompe. Mais si on arrive en consultation en disant, voilà, je sais comment marche votre pompe, moi, je ne connais pas la boucle fermée, parce que de toute façon, l'algorithme est bien trop compliqué, mais on la met en mode ouvert et on va essayer de la garder. Si besoin, éventuellement, je vous ajouterai de l'insuline en péropératoire parce qu'il y a de l'insulinorésistance, parce qu'il y a du stress. Voilà. Ils ont confiance et ils vont ou lâcher complètement en disant « Ok, vous gérez tout » et on va leur mettre de l'insuline par voie intraveineuse le temps de l'intervention et on reprend immédiatement leur pompe derrière. Ou on peut faire la garder, pas dans n'importe quelle chirurgie, je crois, c'est pas la peine. Sauf si elle est en débit basal continu et qu'on sait, s'il y a une unité heure, on sait qu'il y a une unité heure. Et puis, si le patient est hyperglycémique, très hyperglycémique, il faut en rajouter, voilà, c'est en plus, mais ça fera la même chose. Je pense que plus on connaîtra, plus les patients auront confiance. Mais voilà, il n'y a pas un patient diabétique de type 1 qui n'a pas une acidocétose à l'hôpital. Donc, les diabétologues leur disent, si on ne vient pas vous faire l'insuline, vous la faites vous-même. Et ils l'ont toujours dans un tiroir à côté dans leur sac à main. Toujours. C'est ce qui leur sauve la vie. Alors moi j'avais une question plutôt sur le post-opératoire. Voilà, on avait du coup arrêté les traitements antidiabétiques de notre patient, on les a introduits, malgré ça il reste hyperglycémique par exemple parce qu'il est sous corticoïde, du coup on met sous insuline. Dans quelle mesure il est licite, nous en tant qu'anesthésistes, d'introduire des antidiabétiques oraux supplémentaires ou par exemple les inhibiteurs SGLT2 ou on va donner la metformine ou tout ça. Dans quelle mesure nous on a le droit de faire un peu de la cuisine avec les antidiabétiques oraux pour essayer soit de sevrer l'insuline, soit en tout cas d'avoir un meilleur contrôle. Alors, on n'arrivera pas à sevrer l'insuline tant que le patient n'est pas stabilisé. De toute façon, s'il reste infecté, s'il y a du stress, s'il y a du jeûne prolongé, on n'arrivera pas à sevrer l'insuline et ce n'est pas la reprise de ces médicaments
sauf peut-être la metformine, mais des autres en tous les cas qui va nous régler le problème. Tant que le patient va pas bien, globalement tant qu'il n'est pas sortant, il n'y a probablement pas d'intérêt à reprendre ces médicaments. Et ça peut même être délétère, dangereux. Moi, je crois qu'introduire ces médicaments, ces deux molécules-là, je pense que ce n'est pas notre rôle. S'il y en a un, donc le médicament à l'hôpital qui va régler la glycémie, c'est l'insuline, vous l'avez dit, et il peut être difficile de s'en débarrasser, parce que le patient va pas si bien que ça, ou qu'il avait une hémoglobine glyquée préopératoire qui était à 10%. Donc, s'imaginer qu'en reprenant son traitement alors qu'il a une hémoglobine glyquée à 10% avec ce même traitement, on va y arriver, non, de toute façon, il est arrivé, il n'avait pas une glycémie contrôlée. Donc là, l'urgence, c'est d'appeler les collègues diabétologues et qui revoient ce patient et que peut-être c'est des patients qu'il va falloir laisser sous insuline et à ce moment-là, il faut qu'ils les éduquent. Mais introduire les agonistes des récepteurs GLP-1 ou les émetteurs du cotransporteur sodium-glucose, nous, je ne crois pas. S'il y a un médicament qu'on peut introduire, nous on le fait en réanimation, c'est la metformine. Mais c'est pareil, il faut prendre le relais à ce moment-là avec le médecin traitant. Mais un patient qui a une hémoglobine glyquée, qui est diabétique non connue, qui avait une hémoglobine glyquée un peu haute, c'est comme ça d'ailleurs qu'on se rend compte qu'il était diabétique non connu, ou qui a un début de diabète, qui avait juste un régime et qui arrive avec une hémoglobine glyquée élevée, lui mettre de la metformine, c'est pas une erreur, parce que de toute façon, ça va être le traitement qu'il va avoir. Donc l'introduction de la metformine, oui. Les autres, je dirais plutôt non. Il me semble que c'est le travail des diabétologues et il faut les envoyer voir leur diabéto. Et en attendant, effectivement, il faut les garder sous insuline. Attention, on ne renvoie pas un patient chez qui on introduit de l'insuline sans qu'il ait été éduqué. Donc, diabéto, quoi. Pour les patients qui sont sous agonistes de GLP-1 et qu'on constate un estomac plein à l'échogastrique, on proposait de reporter l'intervention. Du coup, pour la nouvelle date, on peut voir un jour plus long. Alors, ça, c'est la grande interrogation actuelle. Ce que les Américains montrent, là, il y a quelques études, c'est que les régimes liquides seuls, pendant 24 heures, vont diminuer, vont augmenter la vidange gastrique. Donc, c'est que des liquides pendant 24 heures, mais ça a été notamment vu pour les patients qui ont une colofibro. Ceux qui ont colofibro ont un estomac moins plein que ceux qui ont une fibro seule, parce qu'ils ont eu la préparation et ils ont bu, ils ont eu finalement un régime liquide liquide clair, presque clair, pendant 24 heures. Ça, il y a quelques papiers qui le montrent. C'est le vrai gros problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que va se faire la vidange gastrique. Les prokinétiques, ça marche, mais pas tout le temps, et on ne sait pas si ça va marcher. Il y a des case reports qui montrent que 100 minutes après les prokinétiques, après l'érythro, l'estomac est toujours plein, et donc c'est un vrai gros problème. Donc en endoscopie, il faut reporter l'intervention, de toute façon ils ne verront rien, donc ce n'est pas la peine. Voilà. Tout ce qui va toucher l'estomac, je crois que ce n'est pas la peine, on ne va pas faire une gastrectomie ou une chirurgie digestive haute avec un estomac plein. Après, le reste, c'est du bénéfice-risque, et puis c'est la place de l'induction en séquence rapide dans cette balance bénéfice-risque. En urgence, ça ne se discute pas. Le reste, souvent, on fait une induction en séquence rapide, mais voilà. Moi, je pense que c'est pas mal. Il y a des patients qui ont l'estomac vide quand même. Donc, eux, c'est pas la peine de leur faire une induction en séquence rapide. Une induction classique va suffire. Donc, j'aurais envie de vous dire écho-gastrique plus. Et après, c'est comme un peu en urgence, bénéfice-risque, quoi. Oui. Pour les personnes chez qui on prescrit nos Ozempic ou les GLP-1, mais pour d'autres raisons que le diabète, on a les mêmes problèmes de gastroparésie. Oui. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'inhibiteur les glyphlosines, chez le patient non diabétique, il y a moins d'acidocétose glycémique, voire pas. Il y a quelques case reports qui en retrouvent. Il y a une étude où on a 5 ou 6 cas, mais sinon, il n'y en a quasiment pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des débits, des débits circulants d'insuline qui sont plus élevés, donc ils font moins d'acidocétose glycémique. Par contre, les agonistes du récepteur GLP-1, oui, eux, quelle que soit ce pourquoi ils ont été prescrits, il y a les mêmes effets. Et attention, là, on arrive sur la période d'hiver, mais ces traitements-là sont en vente sur Darknet, là, et
enfin on en trouve partout, aux États-Unis, il y a des pubs dans le métro, c'est des médicaments que les patients prennent sans le dire. Et comme c'est une petite injection pour faire maigrir, pour faire une petite cure d'amaigrissement, ben, ils ne considèrent pas toujours ça comme un médicament et ils n'en parlent pas. Et il y a des vrais cas d'inhalation de patients qui n'avaient aucun facteur de risque et qui prenaient de l'Ozempic caché, quoi. Voilà, donc méfiance. Question sur les modes d'administration d'insuline. L'insuline IV, vous avez mentionné au bloc qui est en unité de soins intensifs. Ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité d'avoir l'insuline IV en hospitalisation conventionnelle? Nous, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le personnel infirmier suffisant. C'est des glycémies horaires pour que ce soit sûr et efficace. Enfin, surtout la sécurité, c'est des glycémies horaires. Et dans les services de chirurgie conventionnelle, la glycémie horaire, c'est impossible. Donc on prend un risque important. C'est pour ça que on le recommande. On le recommande. Il faut faire même extrêmement attention, hein. Dans les services de diabéto, peut-être, parce qu'ils sont très habitués, pourquoi pas, mais hors de ça, dans les services de chirurgie, en tous les cas, nous, à Paris, c'est non, c'est exclu. Donc après, ça dépend un peu les circonstances locales, bien sûr. Mais c'est glycémie horaire. Entrer vos patients en soins critiques, alors qu'il n'y a pas du tout de valorisation des patients en soins critiques pour une administration d'insuline par voie intraveineuse. Alors, moi, je ne regarde pas la valorisation pour tout dire, mais de toute façon, on est rappelé systématiquement. Si on veut opérer le patient qui a 15 millimoles en salle, 16 millimoles, 18 millimoles en salle, dans de bonnes conditions le matin, enfin, si on l'emmène au bloc à 20 millimoles, on prend un risque et une augmentation de la morbimortalité qui, à mon avis, n'est pas acceptable. Si on veut essayer de faire un peu mieux, si ce patient avait une hémoglobine glyquée acceptable, mais qu'avec le stress, l'insulinorésistance, il a, et les traitements qu'il n'a pas pris, il a 15 millimoles glycémie, ou l'autre jour on avait 1,19, nous on les fait descendre effectivement, on les transfère en salle de surveillance post-interventionnelle pour leur faire de l'insuline intraveineuse avant ou en post-opératoire quand c'est clair. De toute façon, on se fait rattraper derrière si on ne le fait pas, hein. Un patient qui a 18 millimoles de glycémie, ça ne va pas se passer bien, ni en pré, ni en per, ni en post-opératoire. Il va falloir de l'insuline. Et on les accroche beaucoup plus vite avec quelques heures d'insulinothérapie intraveineuse qu'à essayer de répéter des doses d'insuline sous-cutanée qui finissent par nous faire des bêtises, parce que ça finit par s'accumuler et qu'on n'y arrive pas surtout. Ça, c'est pour les patients très déséquilibrés. Mais un patient qui a une cétonémie, une acidocétose, je sais, après, sur la valorisation, j'en sais rien, mais il a besoin de soins, ce patient quand même, un peu rapproché, quoi. Pardon ? Non. 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 Ça, c'est... Il y a une petite différence par rapport à c'est la différence entre est-ce que cette habitude parisienne, c'est une recommandation qui doit se faire par... Alors c'est Paris, c'est mon centre, je n'ai pas la prétention de représenter Paris, mais globalement c'est un peu la même chose partout. Nous, en hospitalisation conventionnelle, faire de l'insuline intraveineuse, c'est dangereux, je pense. Mais après, voilà, si on peut, pourquoi pas, mais il faut juste savoir que si un patient ne lui a pas fait de glycémie pendant 3-4 heures, on peut le retrouver en hypo et c'est dommage, quoi.